Alors, si on repart de ce schéma qui résume la transposition didactique, on voit que dans les trois pôles, euh, on pourrait commencer par la question des prescriptions institutionnelles. Les prescriptions institutionnelles, c'est bien, elles sont résumées dans ce qu'on appelle les programmes. Alors en fait, c'est pas seulement ça, les prescriptions institutionnelles, mais enfin, c'est déjà ça, et c'est le point le plus important dont il faut parler, particulièrement dans cette épreuve écrite du CAPES. Alors, la connaissance des programmes, on pourrait répondre, bah oui, mais les programmes, ils sont fournis euh, avec l'épreuve. Hein, on vous donne, avec les documents, vous avez un extrait des programmes. C'est pas faux. Cela dit, ce qu'on attend de voir, c'est pas seulement que vous soyez capable de lire l'extrait des programmes qu'on vous donne, c'est aussi que vous soyez capable de comprendre comment ces programmes-là et le dossier de documents qu'on vous donne, comment ça s'articule avec le reste du programme. En fait, il faut montrer qu'on identifie euh, un certain nombre de notions, bien sûr, et de notions qui sont dans le programme, mais aussi qu'on est capable de distinguer les notions qui font l'objet d'un réinvestissement, parce qu'en fait elles ont déjà été étudiées dans d'autres parties du programme, ou les notions qui sont nouvelles. Donc il faut connaître aussi le reste du programme. Il faut comprendre bien sûr la partie du programme qu'on vous donne, mais il faut avoir une petite idée, même s'il ne faut pas connaître tous les programmes par cœur, mais il faut avoir une petite idée de la façon dont ça s'articule avec le reste du programme. Et puis il faut mesurer aussi l'articulation entre les programmes de l'année et les programmes du cycle. Parce que vous savez que l'enseignement le curriculum est divisé en cycles, du cycle 1 au cycle 4 de la maternelle à la troisième, et que l'extrait des programmes que vous avez porte en général sur une année. Or, ils sont solidaires du programme des autres années, du même cycle, et on attend de vous que vous puissiez identifier la façon dont les programmes de l'année s'articulent avec les programmes du cycle. Alors, le cas qui peut poser le plus de problèmes peut-être, c'est le programme de sixième, puisque la sixième fait partie d'un cycle qui inclut aussi le CM1 et le CM2. Donc, il faut avoir une petite idée aussi de ce qu'on fait en CM1 et CM2 si on veut bien comprendre l'esprit du programme de sixième. Alors, connaître les programmes, c'est une chose, mais au fond, il n'y a pas que les programmes. Il y a aussi le principe organisateur des programmes, je dirais, la question du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Alors les connaissances, justement, elles sont dans les programmes. Ça, on est d'accord. Encore que, on verra que ça peut être un peu plus compliqué. Il y a aussi la question des compétences. On n'enseigne pas que des connaissances, on enseigne aussi des compétences. Alors, je voudrais tout de suite que les choses soient claires. Il y a des polémiques parfois qu'on trouve dans les médias et certains journaux peu regardants avec la déontologie sur l'opposition des compétences et des connaissances. Il y a des gens qui disent qu'on enseigne des compétences et pas des connaissances et que c'est pas bien et que ça poserait problème. Bon, moi, en tant qu'enseignant de terrain, j'ai jamais compris comment on pouvait opposer les connaissances et les compétences. Ça n'a pas grand sens d'avoir des connaissances si on n'est pas capable de les utiliser. Et être capable de les utiliser, c'est justement utiliser des compétences. Donc je reviendrai sur la question des compétences, mais voilà, je crois qu'il n'y a pas d'opposition et on enseigne aussi des compétences. Alors, les compétences, elles sont assez bien formulées de façon très large. Enfin là, c'est à la fois connaissance, compétence, culture, dans les cinq domaines du socle. Les langages pour penser et communiquer, les méthodes et les outils pour apprendre, la formation de la personne et des citoyens, les systèmes naturels et les systèmes techniques, et les représentations du monde et l'activité humaine. Je vous préviens tout de suite, quand vous regardez ce socle, eh bien,
vous vous demandez sans doute où on place l'histoire et la géographie. En fait, dans quel domaine du socle l'histoire et la géographie trouvent-elles leur place? Eh bien, en fait, dans tous. Et c'est ça la particularité et l'esprit, l'originalité du socle commun, tel qu'il a été défini en tout cas en 2015, parce qu'il y avait une première version qui datait de la fin des années 2000 et qui, là, était plus structurée par les disciplines d'enseignement. Mais là, dans le socle de 2015, les choses ont été faites justement pour insister sur la dimension transversale des apprentissages. Et l'idée, c'est de montrer que toutes les disciplines contribuent à chaque domaine, et donc qu'il faut, quand on enseigne l'histoire-géographie, avoir conscience des apports spécifiques qu'on peut avoir pour chacun des domaines. Et le partage des tâches entre les disciplines, c'est pas seulement toi tu fais un domaine, moi je fais un autre. Non, c'est plutôt comment est-ce que ensemble on peut contribuer à construire quelque chose. Et ça sous-entend, ce socle tel qu'il est conçu, il sous-entend un dialogue, un échange entre les disciplines pour que le partage des tâches, au bout du compte, soit fécond et efficace. Et que ce ne soit pas seulement une façon de se débarrasser d'un problème en disant ben, c'est telle discipline qui s'en charge, moi je m'occupe d'un autre domaine. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors l'histoire et la géographie, pour contribuer à ces 5 domaines, l'histoire et la géographie développent 7 compétences. 7 compétences spécifiques, mais au fond pas si spécifiques que ça, parce que si on les regarde bien, on se rend compte qu'elles sont très transversales, et que beaucoup de matières y contribuent. Se repérer dans le temps, construire des repères historiques, là on est assez axé sur l'histoire. De même, se repérer dans l'espace, construire des repères géographiques, là on est vraiment dans un domaine spécifique. Mais raisonner, justifier une démarche et justifier les choix effectués, ça c'est pas du tout spécifique à l'histoire et à la géographie. Il y a d'autres disciplines qui y contribuent. Mais l'histoire et la géographie doivent prendre toute sa place dans cette compétence. S'informer dans le monde du numérique, là c'est la même chose, l'histoire-géographie n'est pas seule sur ce point-là. De même, analyser et comprendre un document, pratiquer différents langages, alors là en histoire et en géographie, alors on pense qu'il y a certains langages comme savoir lire un tableau à double entrée, savoir faire une carte. Là, on est bien sûr dans les langages spécifiques à l'histoire et à la géographie. Il n'empêche que savoir rédiger un paragraphe argumenté, ça, c'est une compétence qui n'est pas spécifique à l'histoire et à la géographie, mais qu'il faut développer en histoire et en géographie. Et alors, coopérer et mutualiser, ça vaut pour toutes les matières. Alors il faut connaître ces compétences bien sûr parce que le jury se plaint régulièrement de l'absence de prise en compte des compétences ou alors éventuellement les compétences sont citées par le candidat mais elles ne sont pas explicitées, elles ne sont pas clairement mises en relation avec les documents qui sont fournis. Donc il faut les connaître mais il faut aussi en mesurer tous les enjeux et tous les apports.